ABK Radio, l'interview. Si j'ai dit une bêtise, de Christian Djok Congo, il corrigera dans un instant dans l'interview avec Sidonie Fikak. Bonjour Christian Djok Congo. Bonjour Sidonie, bonjour Didier, bonjour Brigadier, bonjour à vos nombreux auditeurs et téléauditeurs que j'ai le plaisir de retrouver ce matin. Bienvenue chez nous, c'est vous également? Oui, c'est le chez nous, c'est le chez moi. Parce que je dois le rappeler, ABK est la radio qui arrose ma maison. Je suis le voisin d'ABK, donc du coup c'est d'abord ma maison, c'est ma radio et c'est notre radio, les auditeurs. Tout à fait. Voilà, avec vous tout de suite, nous nous intéressons avant de parler des questions du Cameroun à cette sortie de votre président du PCRN dans le cadre de ce coup d'État qui a été perpétré du côté du Gabon et sa position qui a fait un tout petit peu sticker un bon nombre de Camerounais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Christian Djok Congo, en ce qui concerne la sortie de Cabral Libye sur la légitimation de ce coup d'État. Évidemment, je ne sais pas, j'ai comme l'impression que beaucoup de Camerounais ne cernent pas le discours prospectif à la réalité de l'honorable président Cabral. Un discours en point, un discours qui est doté, n'est-ce pas, d'un courage qui s'exprime. Vous savez bel et bien que si vous faites l'écosystème de tous les leaders politiques camerounais, il est le seul qui s'est exprimé jusqu'ici. Les autres, évidemment, ayant peur de prendre la parole. Vous peur de qui? Je ne sais pas pourquoi. Peur de quoi? Je ne sais, peut-être pas. Vous n'avez qu'à voir le tract même qui a été produit par ce qu'on a laissé entendre que c'était le porte-parole du gouvernement. Mais si vous voulez que je fasse une explication... C'est un communiqué, je préfère dire Christian. le tract. Vous n'avez qu'à voir même comment cela a été écrit, communication, pas d'en-tête, en termes de visas administratifs et autres. On se demande bel et bien si on est encore dans une administration. En termes de saut de l'État, de la République, on n'en a pas eu. Vous n'avez qu'à voir, n'est-ce pas, le communiqué de la République du Tchad à côté, ou alors celui de la Centrafrique, pour comprendre évidemment qu'on avait tout sauf un communiqué en bonne et due forme. Deuxième élément, ce que je voudrais convoquer ici, c'est le communiqué de notre président Cabral. Il y a deux éléments qu'il faut intégrer. Le premier élément est celui de la légitimation actée, n'est-ce pas, du coup de force militaire qu'il y a eu. Que ce soit un coup de palais, comment c'est ça, une révolution de palais, que ce soit un coup d'État, appelez-le comme vous voulez. La constance qui demeure, c'est que c'est acté. Il a prêté serment comme le président de la transition, du conseil transitoire du Gabon. Donc c'est un fait. Et le politique, l'honorable Cabral Libye, a dit que ça en va dans cette lecture essentiellement institutionnaliste pour vous dire, voilà, il y a eu changement à la tête des institutions au Gabon. C'est évidemment un coup de force. Quelle que soit la manière. Quelle que soit la manière, c'est acté, c'est accepté par le Conseil constitutionnel, pas devant la Cour constitutionnelle, pas devant laquelle il a prêté serment. Donc le Gabon, à date, a un président du Conseil transitoire. C'est immuable. Deuxième élément, il y a la question de la légitimité populaire ou de la légitimation populaire, c'est-à-dire l'acceptation par le grand nombre, c'est-à-dire les Gabonais, regardez l'espérance. Les Gabonais, regardez au soir, n'est-ce pas, de ce hold-up électoral, on le dirait comme cela, et ce coup de force militaire. Regardez les gens, au lieu que les partisans, par exemple, du professeur Ndososa descendent dans la rue, n'est-ce pas, s'offusquent de ce qu'on leur a volé, la victoire a priori, mais tout le monde jubile. De quoi jubile-t-il? Évidemment, cette espérance qui est convoquée par le Gabon, le président Laurent Cabral dit évidemment que ce militaire qui est arrivé par putsch, n'est-ce pas, au pouvoir, doit aller dans le sens, n'est-ce pas, des espérances des Gabonais. Et d'ailleurs, son discours l'a attesté, l'a traduit. Quand il parlait, par exemple, de la refonte de la nationalité, de l'acquisition de la nationalité gabonaise, il fallait voir comment toute l'élite qui était dans la salle se levait. Vous comprenez qu'il y a un problème. Quand il a parlé de la question de la refonte, de l'acquisition de la terre, vous avez vu que c'était quasiment du branle-bas en pleine salle. Et nous autres, en tant que politiques ou analystes politiques, par derrière, quand vous êtes dans les logiques de rester sur l'approche essentiellement d'acquisition par voie démocratique, et vous voyez comment le peuple gabonais, lui, c'est-à-dire eux qui doivent pleurer, sont ceux-là qui fêtent, vous prenez du recul et du répit. Et donc, l'honorable président Cabral, en tant qu'analyste chevronné, politique d'abord, juriste internationaliste par la suite, et politique qu'il est, alliant dans ces trois postures, essaye de démontrer aux gens qu'on est là dans une situation où seuls les Gabonais ont droit de pouvoir jubiler et il faut suivre la posture des Gabonais. Et donc, vous êtes d'accord avec ceux-là qui pensent que le Cameroun n'est pas le Gabon ?
Écoutez, le Cameroun, d'abord, on parle de Cameroun, même c'est-à-dire du point de vue de la nomenclature, quand on parle de Gabon et Cameroun, il y a déjà une différence entre les deux éléments. Le Gabon a une population d'à peine 2 millions, on dit 2-3 millions d'habitants par là. Le Cameroun, si on reprend les derniers chiffres que la télévision nationale nous a donnés, on est à 28 millions et plus, c'est-à-dire on avoisinerait 30 millions. Ah oui. Donc on a par exemple la population du Gabon x 10. On peut multiplier x 10. Donc, du coup, et donc, c'est un facteur important pour dire que le Cameroun n'est pas le Gabon. Troisième élément, en termes de géopolitique, le positionnement qui est le nôtre, en termes de richesse, en termes de ce qu'on a dit que la force qui est la nôtre, le Cameroun n'est pas le Gabon. Voyez-vous, le Gabon n'équivaut pas à Douala, si on va dire ça comme ça, en termes de population. C'est-à-dire rien que le Vouri dépasse en termes de population le Gabon. Et donc, on ne peut pas comparer le Gabon, c'est-à-dire un département de la région du littoral, même pas du Cameroun, au Gabon, évidemment. C'est un État qu'il faut respecter, nous respectons par ailleurs, même s'il faut dire que là-bas, on a une dimension essentiellement héréditaire au Gabon, c'est-à-dire qu'il y a eu des éléments qui nous ont laissé croire que le pouvoir était monarchique. De ce côté-là. Au Cameroun aussi, on en parle de plus en plus. Justement, il y a donc ces éléments qui semblent, c'est-à-dire on est encore là dans on va dire des supputations, mais on espère bel et bien que le président de la République, répondant, n'est-ce pas, à un de vos confrères à Monte-Carlo, disant évidemment que ce mot en termes de dauphin sonnait mal en démocratie, je l'espère bel et bien qu'on tend vers là, et on ne dénie pas que le fils, je veux dire quoi, le fils fêtard de l'autre grabataire de Yaoundé puisse en être candidat parce qu'il jouit de toutes, n'est-ce pas, je suppose. Il est camerounais, il est un citoyen camerounais. Il jouit de tous ses droits civiques et qu'il soit investi par un parti politique, qu'il aille compétir dans un environnement sain, c'est-à-dire et faire. J'espère bel et bien que c'est l'une des réunions que nous avons eues avec l'ECAM le 31 ou le 30 et le 31 dernier, au thème de la plateforme. On le disait évidemment que cela soit respecté, que les règles du jeu soient transparentes, que le système électoral puisse être fiable. Maintenant, tout individu, ça peut être Junior, l'autre, le Didier, oui. Ou alors la TikTokeuse. Ou comment on appelle ça? Vous n'allez pas les réduire à ce type. Non, en fait, c'est pour le faire plus gentil, veut dire le PP de Yaoundé, évidemment, ou le chef de l'État, le grand-père. Oui, je suppose avec vous. Et que j'ai donc donné un autre acronyme en termes français de grabataire et que ça vous pose un problème. Je ne vais pas vous soupçonner, mon cher ami Kwamo. Mais ce n'est pas ça le cas. C'est pas ça c'est pas de ça qu'on parle. Mais je dis évidemment que les enfants du président de la République, ils sont Camerounais, ils ont droit d'être candidats s'ils remplissent les conditions. Et donc, nous, on attend que le système électoral en lui-même soit fair, soit transparent, soit consensuel et qu'on en va, n'est-ce pas, aux différentes consultations électorales et qu'on se batte et qu'on propose, n'est-ce pas, nos choix programmatiques, nos choix idéologiques aux Camerounais et que les Camerounais nous habitent sur la base de cela. Et qu'au sortir de là, si c'est Junior qui est vainqueur, on applaudirait pour Junior. Ou alors pour, comment on l'appelle l'autre, celle qui Brenda joue aux États-Unis, voilà, Brenda, et que ce soit elle, voilà, on va dire c'est notre présidente et hop, on va la féliciter, on va, n'est-ce pas, se soumettre à l'autorité de l'État qu'elle va en conduire. Voilà donc Christian Diop Congo qui est notre invité ce matin dans le cadre de ce programme ABK Matin. Intéressons-nous à une actualité récente, l'année scolaire 2023-2024 qui est lancée depuis le 4 septembre 2023. Et il se trouve que les parents ont du mal à honorer leurs engagements du fait de la vie chère. En réponse à cette difficulté, le ministère du Commerce a initié des ventes promotionnelles dans certaines villes du Cameroun. Est-ce que vous comprenez qu'on en soit toujours à proposer des solutions périphériques, voire ponctuelles aux problèmes qui sont permanents dans notre pays? Okay. Je suppose qu'en disant périphérique, c'est élégant. D'accord. Didier, on dirait, vous auriez dit quoi? Non. Justement, je suis d'abord parent. Et en tant que parent, quand vous côtoyez les autres, peut-être nous on n'a pas la même chance que les autres parents. Quand vous côtoyez les autres, vous les voyez pleurer au quotidien. Je peux donner quelques prix pour nous autres qui sommes allés dans les marchés, essayer de voir comment acheter. Même le crayon qu'on nous vendait 300 francs, le crayon c'est 100 francs maintenant. Le stylo à billes, le plus connu que tout le monde connaît de marque Bic, coûte 100 francs désormais. Il coûtait 50 francs. Et 150 francs autant pour moi.
il coûtait 50 francs, 75 francs. Pour ne prendre que ce qui est accessible, n'est-ce pas, ce qui est à la bourse de tout le monde. Et ça pose un problème, c'est-à-dire un problème conjoncturel, comme vous l'avez dit, de manière globale, l'économie du Cameroun, la vie chère. Et donc, face à ça, on attend donc des mécanismes institutionnels fiables, c'est-à-dire une politique globale qui puisse, n'est-ce pas, de manière relative ou non, donner des perspectives à tous les Camerounais. Mais ce que l'on constate, c'est que une des technologies institutionnelles qui avait été mise en place en 2008, après les émeutes de la faim, c'est qu'on a appelé, comment on appelle ça, les marchés témoins, c'est pas ces témoins ou c'est comment ils les appellent, oui. Et qu'on en soit à le faire quasiment 20 ans plus tard, ça fait donc dire ces gens, soit ils sont fous, soit ils ne réfléchissent pas de ce côté-là, ou du moins soit ils s'en foutent. Personne n'est fou. Soit ils s'en foutent de la population. Ils sont très normaux. Soit ils s'en foutent donc de la population du Cameroun. Et donc, ça veut dire que le peuple doit comprendre que ces gens s'en foutent de nous. Ces gens se fichent pas mal de nous. Et donc, il est de notre droit de prendre nos responsabilités et mettre fin à ce régime qui nous spolie tous les jours, c'est-à-dire qui déstructure notre société. Et même d'ailleurs, vous parlez seulement de ce premier aspect. Le second aspect est celui de l'éducation, des enfants qui sont désormais pervertis. Et tout ce qui fait, je suppose qu'on va en parler tout à l'heure, ça pose un problème global. C'est-à-dire le système en lui-même ne pouvant pas répondre aux aspirations des populations si le minimum n'est pas fait. C'est pas, là, vous parlez de la rentrée scolaire, vous parlez du panier de la ménagère, tout ce qui va avec. C'est-à-dire sur tous les pans, on est en train de crier. Et il y a même un second aspect que vous avez oublié, OTS. Oui. Ils sont là en ce moment, j'ai vu des communiqués de leur part, ils ont grévé ça et là, même si on a mis la télévision nationale à contribution, on a mis certains médias également à la solde de ce régime délinquant de Yaoundé, pour pouvoir vous dire évidemment il y a eu, n'est-ce pas, alors que tout le monde le sait, que la rentrée a été boycottée dans l'ensemble. On a des enfants, on a des jeunes frères, on a même des amis qui sont enseignants ou on a des collègues et autres. Souvenez-vous que nous sommes également enseignants dans un autre environnement, peut-être supérieur, mais pas au collège. Et donc, on échange avec ceux-ci. Ils vous le disent, c'est de la réalité. Pourquoi ils le font? C'est-à-dire le malaise est profond. Les parents s'en plaignent. Les enseignants le font. C'est-à-dire tout le système en lui-même, comme on l'a dit, tout le système éducatif, il est gangréné. Personne ne trouve une certaine quiétude. Ça pose donc un problème de vision. La vision en matière, n'est-ce pas, d'enseignants. Et si vous prenez un environnement comme le nôtre, l'État du Cameroun a 60 000 fonctionnaires par là. Et donc, le tiers, ce sont les enseignants. S'ils ne parviennent pas à payer le gros de leurs ressources humaines, qui sont les enseignants, finalement, qui payent. Ça pose donc, il y a d'abord un mépris à l'endroit de ces enseignants. Parce que si vous prenez d'autres corps sociaux, quand on sort de l'ENAM, c'est-à-dire, on les paye. À l'ENAM, ils ont même déjà des bourses. Et au sorti de là, ils sont payés. Directement. Or, l'ENAM, pour ceux qui sont à Yaoundé, ce qu'on appelle les écoles du lac, l'ENAM est en face de l'école normale. Ils savent pas, c'est 100 mètres ou 100 mètres. Ils sont voisins. Comment on peut donc payer ceux de l'autre côté, ceux de l'EMIA qui sont au milieu, les deux également sont payés, et on méprise les enseignants. Ceux donc à partir desquels on devrait, avoir une vision globale, parce que la société, elle se structure à partir de l'éducation. Et donc, ces gens ont du mépris pour l'éducation et il faut dire non à ça. Il faut changer de paradigme. Et lorsque vous avez fini de le dire, quelles sont les solutions qu'on peut appliquer justement pour voir ce secteur éducatif être amélioré ou complètement changé, transformé? Déjà, il faut remettre, comme ils le disent eux-mêmes les enseignants, premier élément, ce dont ils revendiquent, c'est le statut spécial des enseignants. C'est du b.a.-ba. Qu'est-ce qu'on met dans le statut spécial des enseignants? J'en viens. Il y a des catégorisations au Cameroun qui ont des statuts spéciaux. La police a un statut spécial. D'abord. Deuxième élément, vous avez les magistrats qui ont un statut spécial. Troisième, vous avez les enseignants d'université qui ont un statut spécial. C'est-à-dire, ils dérogent en principe du conventionnalisme de la fonction publique, c'est-à-dire des A2. Et donc, ayant un salaire conséquent. Ça, c'est la première des choses. Second élément, c'est leur prise en compte. Et même dans le cheminement administratif, c'est-à-dire dans la catégorisation. On saurait au moins que pour être censeur, pour être suivant en général, il faut avoir fait peut-être 5 années, ainsi de suite. Et non qu'on voit des jeunes filles qui sont sorties de l'ENAM, de l'école normale de Yaoundé en 2021 et qui sont proviseurs en 2023. Pourtant, moi j'ai mon enseignant de français qui m'a enseigné depuis la classe de 6e, qui est toujours enseignant à date, à dire quasiment 20 ans plus tard.
Ça pose donc un problème. C'est-à-dire le système, voilà ce que les enseignants demandent. Et leur prise en compte salariale, c'est-à-dire le salaire, c'est la contrepartie du travail. C'est l'article 1er du droit du travail, du code du travail. On ne comprend donc pas comment des gens qui travaillent, vous ne parvenez pas à les payer. Ça pose un problème. Donc voilà des éléments qu'il faut changer. Et il faut recruter la ressource humaine. C'est-à-dire on a besoin, si on prend les ratios, où on a besoin de 60 enseignants, 60 élèves pour 2 enseignants au Cameroun. Donc globalement, il faut en recruter encore 80 000 a priori enseignants. Et ça, je vous donne les solutions du Parti Cameroun pour la réconciliation nationale. Et il y a des éléments de poche à partir desquels on peut évidemment les payer. Quand vous comprenez, on vous dit que la dette salariale de OTS, c'est 80 milliards, on ne parvient pas à payer ces gens, ça pose un problème. Or, chaque jour, ils détournent des milliards, chaque jour, ils font de la gabégie. Vous voyez le train de vie de l'État qui est essentiellement indu. Je préfère être gentil pour ne pas prononcer le mot que je voulais prononcer ici. Vous voyez comment ils vivent. C'est frustrant. Et ces frustrations que les parents vivent, que les enseignants vivent, que la population vive, réunissent évidemment tous ces éléments que le Gabon a connus. On truc des élections, on bâillonne la population. Et donc, on pourra en arriver à là aussi. Et donc en 2025, les autorités camerounaises devront faire attention. Ce qu'il y a eu au Gabon, au Niger, au Mali, ainsi de suite, pourrait évidemment arriver au Cameroun. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir si le Cameroun peut être le Gabon. Je dis bien, toutes ces conditions sont réunies. Cela est possible. Et donc, c'est peut-être pas notre souhait. Ce que nous nous demandons, nous proposons à ce gouvernement, nous leur avons proposé un code électoral consensuel, une élection à 2 tours, un bulletin unique. Bref, qu'il y ait un minimum de transparence, un gage de transparence qui ferait à ce que la dévolution du pouvoir en 2025, qu'on le veuille ou pas, je vais reprendre le mot, comme je l'ai dit, le président de la République est un grabataire, c'est-à-dire le soir de sa vie. Nous souhaitons d'ailleurs avoir une vie comme la sienne, c'est-à-dire avoir 80 ans. C'est une grâce. Même dans la Bible, c'est-à-dire qu'on a atteint cet âge, pour ceux qui sont chrétiens, savent évidemment qu'on est au soir de sa vie. Et donc la chance qu'on a eue de vivre cette vie, ce qu'on doit laisser à son pays, c'est au moins un minimum de fonctionnement objectif des institutions et donc qui assurerait la dévolution du pouvoir et donc la succession, si vous voulez qu'on en parle de ça, en termes de la succession, pas succession dynastique ou succession de palais, mais la succession au sein des institutions. Je préfère dire ça comme ça, la succession de générations. Je préfère aussi employer cette expression, parce que dans succession c'est ça, mais je préfère dire, c'est-à-dire le suivant. Dans successeur, c'est celui qui va venir après. Pour parler terre à terre, pas forcément dire que le monsieur là va mettre son fils ou son enfant. Vraiment, qu'ils sortent cette idée de leur tête. Fifi, parce avec que, votre permission, je précise encore que le président est peut-être d'un certain âge, mais il n'est pas grabataire parce que pour être grabataire, il faut avoir perdu la pleine possession de ses moyens physiques. Il n'est pas couché, le président. Donc Christian Djokongo trouve autre chose. Arrêtez de dire qu'il est grabataire. Didier, je sais bel et bien que vous défendez le camp qui est le vôtre, mais ce n'est pas ça le plus essentiel. Vous avez d'ailleurs raison que c'est abject de parler de l'âge d'un patriarche. Ouais. On est bantou, évidemment, mais tous les faits nous démontrent que le président de la République peine à marcher comme il y a 20 ans. Il n'est plus dans la plénitude de ses forces. Il le dit lui-même. Mais évidemment, mais ça n'en fait pas un grabataire. Et donc, le relever, le rappeler, j'ai juste donné, n'est-ce pas, une synonymie, si vous voulez que je le dise comme ça, de comment on pourrait qualifier cela. Et donc, ceux qui dirigent le pays, vous n'avez qu'à voir le président du Sénat, vous n'avez qu'à voir le président de l'Assemblée nationale, dont vous, les médias, vous annoncez en ce moment qu'il ne bougerait même plus de son lit. Il faut le sauver. On lit la presse, ça et là. C'est le même cas avec le président du Sénat. Et donc, ces autres personnes dans notre genre, une autre génération qui gouverne le Cameroun, nous on a un projet, on a une vision, on a une philosophie, on a une vision de l'État qu'on appelle pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. C'est quoi la protection? C'est quoi la libération des énergies? C'est ce que nous proposons au Cameroun. La forme de l'État, nous l'avons entendu, nous l'avons rendu public à travers tout un ouvrage de l'honorable président Cabral qui s'appelle le fédéralisme communautaire, que nous avons d'ailleurs discuté ici plus d'une fois. Et donc, nous sommes en même de pouvoir proposer quotidiennement, et c'est ce que nous faisons au Cameroun. Chaque jour, vous voyez, quand je viens ici, je viens vous donner les points de vue qui sont les nôtres. Parce que quand on va arriver au pouvoir, voilà les éléments qu'on va, n'est-ce pas, proposer aux Camerounais pour qu'on en soit dans un État qui protège
et qui libère les énergies. Vous semblez en avoir la certitude pour ce qui est de 2025 et c'est tout le mal qu'on vous souhaite au PCRN. Dérive dans les rangs de la jeunesse camerounaise, on en parle, Christian Job Congo, des jeunes filles vues en pleine séance de torture, d'une des leurs très récemment et jusqu'ici, aucune réaction des ministères en charge de la jeunesse et encore moins de celui en charge des questions de promotion de femmes et de la famille. Comment est-ce que vous comprenez cela, ce silence qui finalement n'est pas de nature à aider la population camerounaise à aller dans le bon sens? Vous avez eu peur de dire que c'est un silence complice, évidemment. Dans un environnement où la société, elle est déstructurée, les valeurs sociétales, c'est-à-dire sont passées au second rang, dans un environnement qui a fait de vous le pays le plus corrompu, fois 2, 3 fois du monde, voyez-vous, ça pose où les systèmes de socialisation des enfants sont a priori considérés comme étant les plus corrompus. Vous savez bel et bien que le ministère de l'Éducation ou les ministères de l'Éducation, après le ministère de la Justice, les impôts et les autres sont considérés comme un des fleurons de la corruption au Cameroun. Et donc, si cet environnement en lui-même est déjà gangréné, vous n'attendez pas que les produits qui sortent, n'est-ce pas, des mains de ces entités-là soient... et même, ils ne sont qu'à l'image de la société dans laquelle nous vivons. Si on veut reprendre ici Durkheim, on va dire que l'homme est le produit de son milieu social. Et donc, c'est le type d'individu que façonne, n'est-ce pas, l'ordre gouvernant. Parce que, souvenez-vous que c'est l'éducation que le gouvernement actuel, parce que l'éducation n'est que le produit, n'est-ce pas, de la rationalisation des acteurs actuels, c'est-à-dire les acteurs qui commandent le pouvoir. Si demain nous on arrive au pouvoir, c'est-à-dire l'éducation actuelle va changer, le système va changer. Et donc, on est dans ce système qui pose un problème, ce système qui a des structures, on vous l'a dit. N'attendez donc pas. C'est-à-dire la famille, les parents ont démissionné, parce que là vous me direz, que font les parents? Ils ont démissionné parce qu'ils sont violentés par ce système. Il faut chercher de quoi manger, il faut chercher ça ou ça. Et donc, parfois, ils oublient, n'est-ce pas, la progéniture qui est la leur. Ils oublient d'inculquer les valeurs sociétales qu'ils devraient en le faire. Parce que la famille, au rang des mécanismes de socialisation, est la première instance. Après la famille, vous avez l'école. Après l'école, vous avez donc d'autres instances, dont les médias. Les médias et les autres associations, le clergé, les églises, ainsi de suite, qui doivent inculquer les valeurs sociétales aux enfants. On ne peut non pas être dans un environnement où la première des choses, c'est la violence. C'est-à-dire que les enfants sont essentiellement violentés. Et dans cet environnement de violence généralisée, chacun cherche donc comment se positionner. Il faut d'ailleurs le déplorer. Quand vous parlez du ministère de la femme ou de la promotion de la femme, qui est le plus petit budget de ce gouvernement. Et donc ça justifie non, je vous dis, qu'il y ait de l'inaction de ce côté-là? Non, je compte mon raisonnement. Qui est le plus petit budget ou le minuscule budget qui existerait. Je vous rappelle d'ailleurs que le budget même des Lions Indomptables pour aller à la Coupe du Monde dépasse le budget de ces ministères et même celui de l'éducation civique. Donc, vous avez tout un ministère de l'éducation civique qui en lui-même truque d'ailleurs les élections, parce que ça aussi on l'a expérimenté. Je prends le cas du Conseil national de la jeunesse. Vous avez vu, n'est-ce pas, les différents soulèvements populaires, ça et là. Donc, un ministère qui est censé inculquer les valeurs civiques et patriotiques de la nation, qui est le premier en lui-même à être celui-là qui pervertit ces valeurs, vous comprenez que tout est fini. Il ne faut plus espérer en réalité de ce gouvernement. Ça pose donc un problème. N'attendez pas qu'il puisse s'exprimer. Deuxième élément ou troisième grille d'analyse, de lecture, les gens qui sont à la tête de ces ministères sont déconnectés de la réalité sociale. Ils sont dans notre type, ils sont d'une autre époque, qui ne comprennent pas l'environnement dans lequel ils se trouvent. Vous avez d'ailleurs vu, quand vous parlez de ces ministères, vous vous souvenez de l'affaire Vanessa Tchatchou? Tout à fait. Quand on demandait, quand on se plaignait, quand il y a eu des remous sociaux, qu'on a volé l'enfant de la jeune fille, une femme ministre de son État, ministre de la Femme et de la Promotion, vous dit pourquoi elle doit avoir couché à cet âge? Ça pose un problème. Ça veut dire que si elle peut donner une telle réponse, la suite est donc celle que vous voyez, les jeunes filles en pleine dépravation. Allez-y dans les environnements, faites un tour dans ce qu'il est convenu d'appeler de manière gentille l'économie de la nuit. Nous sommes à Bonamoussa dit, vous voyez ce qui se passe. Nous, on a le temps, c'est notre génération, c'est notre âge, on a le temps quand même de visiter. On fait une observation participante, c'est ça que Didier va me demander comment je le sais. On fait une observation participante et on voit comment ça se passe. Ça pose un problème en termes de mœurs. Vous vous demandez, bien, est-ce que nous sommes encore... Et c'est rendu public. Il y a une autre fille qu'on appelle Cynthia Fiangan, ou c'était ça? Cynthia Fiangan. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on en a fait? Les ministères, qu'est-ce qu'on en a fait? Rien. Elle se trouverait où on a érigé donc les anti-modèles
évidemment un modèle sociétal. Et donc, n'attendez pas ou ne vous plaignez pas que notre société soit déstructurée. Mais il y a quelque chose qui peut être fait. C'est le résultat ou alors c'est la conséquence de cette inconséquence managériale. Comment est-ce qu'on en sort? Ce qui doit être fait. Comment on en sort? Il faut revenir à ce que nous étions avant. Premièrement, c'est ce que nous proposons à travers le fédéralisme communautaire, c'est-à-dire refaire les mœurs, refaire l'éducation. C'est-à-dire il faut une éducation adaptée, il faut une éducation qui réponde aux réalités sociales, culturelles, anthropologiques, sociologiques qui sont les nôtres. Voilà la première réponse. Et qui doit faire ce travail? C'est l'État, c'est l'ordre public étatique. Quand vous avez perverti, n'est-ce pas, les valeurs, quand vous avez perverti la culture qui est la nôtre pour vous ressembler ou pour vous occidentaliser, pour vous ouvrir, parce que là on est dans le Conseil des Nations, qu'est-ce que nous on propose? Vous n'avez qu'à voir les chaînes de télévision, vous n'avez qu'à voir vous-même les chaînes de radio, quels sont les programmes qui sont généralement faits. On est plus extraverti qu'introverti. Et même, qu'est-ce qu'on suit? Quand on a une série peut-être camerounaise, je ne suis pas sûr qu'ils sont très nombreux qui regardent. Et donc, l'État doit réguler. C'est-à-dire le régulateur, j'ai vu le Conseil national de la communication en fait des communiqués, mais qui n'ont pas moyen de répression, qui ne sont pas coercitifs. Voyez-vous? Parce qu'ils ont peur de s'adresser à un des grands groupes, par exemple le groupe Canal, dont ils ont indexé, et ainsi de suite. Il faut prendre des mesures conséquentes et fortes. Il faut faire de la violence. C'est à ce niveau où Atangadi n'est pas toujours mauvais, mon cher homologue du ministère en place. Parce que ces méthodes, évidemment, qui sont martiales, qui consistent à inculquer, à imposer, n'est-ce pas, un certain nombre de comportements, c'est-à-dire un comportement qui tienne compte de nos réalités, fait sens. Et surtout dans le cadre de l'éducation, il faut de la violence. Je le dis, il faut violenter cette génération parce que sinon, autant pour moi, on aura des difficultés pour pouvoir avoir un idéal type camerounais ou sociétal qu'on voudra produire. Et donc cette patate chaude qu'on veut nous donner, nous autres qui allons prendre le pouvoir dès 2025, soyez-en rassurés, ce seraient des mesures essentiellement coercitives, c'est drastique, c'est-à-dire qui imposeraient le type des citoyens, le modèle que nous voulons construire pour sortir de ce type de délabrement mental dans lequel nous nous trouvons actuellement. On a parlé donc de votre prise de pouvoir en 2025. Parlez-nous justement du déploiement stratégique du PCRN en vue donc des différents scrutins de 2025. Mais Santana, Sidonie, autant pour moi, on n'attendait évidemment pas que je vienne ici vous donner notre stratégie à la tête. Vous pouvez quand même nous dérouler peut-être. Oui, parce que sinon la stratégie n'en sera plus une. On peut parler des éléments tactiques. Ah oui, c'est-à-dire les éléments tactiques sont prenons ça comme cela et puis parlons des éléments tactiques alors. Ce qui est sorti sont les éléments de notre stratégie, brigadier. C'est à ce niveau. Donc, premièrement, c'est la socialisation. Voyez-vous, il faut socialiser les Camerounais. Il faut rééduquer les Camerounais. Parce que le type, n'est-ce pas, d'enclostrement ou d'enfermement mental dans lequel on est pose un problème sérieux. C'est pourquoi au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, l'honorable président Cabral a cru devoir mettre en place l'école des cadres. L'école des cadres qui a vocation à former, à inculquer, n'est-ce pas, les militants, n'est-ce pas, ces valeurs civiques et patriotiques, mais davantage programmatiques, idéologiques, du type de citoyen avec lequel nous allons accéder au pouvoir en 2025. Ça, il faut le faire de façon large. Nous avons d'ailleurs eu la chance de recevoir dimanche dernier une icône, un symbole, n'est-ce pas, de lutte pour les libertés au Cameroun, Madame Henriette Ekwe Ebongo, qui faisait son deuxième passage de ce côté au niveau de l'école, pour dire également, c'est l'une des questions ou l'un des reproches, vous faites souvent aux partis politiques, nous on s'ouvre, on prend, que ce soit ceux de l'opposition, que ce soit ceux de la société civile, vous-même si vous avez des capacités en ce moment, parce qu'on a lancé un appel pour un expert en communication politique, pour venir, n'est-ce pas, c'est notre pas qu'en interne, on ne les a pas. Voyez-vous, c'est une politique de vertu. Ça, c'est le premier levier sur lequel on doit le faire. Ça, c'est le levier le plus fondamental pour nous, qui nous semble le plus efficace, parce qu'il faut travailler. Et c'est dans ça qu'on a ouvert deux perspectives, la participation civique et la participation citoyenne. Et donc, un des pôles visibles que vous voyez, c'est les inscriptions massives sur les listes électorales, dont nous en appelons les citoyens camerounais s'inscrire, parce que nous croyons que s'il y a une masse critique électorale, s'ils vont voter ces citoyens, s'ils contrôlent le vote, en 2025, nous sortirons vainqueurs de ces urnes. Et donc, le second ou le troisième élément est celui de la diffusion de notre canal idéologique, c'est-à-dire notre canal programmatique que nous faisons quotidiennement. La preuve en est ici, je suis devant ce média ce matin,
pour, n'est-ce pas, parler du projet de société du PCRN, pour parler de notre programme, pour proposer nos idées alternatives, alternantes, qui vont, n'est-ce pas, conduire le Cameroun à ce que nous avons appelé un Cameroun prospère, un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Donc voilà les éléments qu'il faut. On le fait quotidiennement. On agrège aussi nos forces. On va avec d'autres entités, c'est-à-dire d'autres secteurs de mobilisation, société civile, société partisane, dans d'autres partis politiques. On en discute, on trouve les voies et moyens. Vous nous avez parfois vu certains éléments avec des autres codes électoraux consensuels, des plateformes dans lesquelles on s'est inscrit pour pouvoir, n'est-ce pas, changer la donne. Voilà les éléments qui démontrent. Mais je vous dis, le plus gros restant de travailler sur l'humain. Et donc, travailler sur l'humain, c'est l'action de nos élus, c'est-à-dire nos différents élus. Allez-y voir Ezeka, allez-y voir en Concho, comme ça, au littoral, que quand le fait comme en lui-même. Pas bien vous dire que la commune la plus visible en matière, n'est-ce pas, de projets de réalisation et autres, c'est la commune PCRN d'un Conjo. C'est dans le littoral. Ça pose donc un problème fondamental pour vous dire, voilà on évolue, voilà nos élus travaillent. Et donc le travail de nos élus, qui sont un test grandeur nature, nous permet naturellement et assurément de pouvoir changer la donne, du moins nous préparer, nous positionner pour 2025. Vous n'avez qu'à voir le travail harassant qui sont faits par nos parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale. Vous n'avez qu'à voir le travail de Hercule qui est fait par nos maires pionniers qui déjà n'ont même pas souvent le BIP, l'État refuse de leur donner parce que ce sont les mairies de l'opposition, mais qui trouvent d'autres mécanismes pour satisfaire la population. C'est du jamais vu. C'est qu'il y a encore en ce moment la ville goudronnée avec des lampadaires ça et là, le soleil par-ci par-là. C'est de l'inédit dans le CAM. Allez-y visiter, allez-y à Massok-Son-Loulou. C'est même au niveau de la commune de Massok-Son-Loulou que les mairies RDPC d'à côté. Pour moi, Gambert, Dôme et autres, et viennent louer, n'est-ce pas, les engins qui ont été acquis par notre exécutif. Nous y ferons tour. Christian Djokongo, l'invité d'Abeka Maton de ce jour, merci d'être venu. Abeka Radio, de lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Abeka Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.